À l'ère d'Internet, notre empreinte numérique nous survit bien souvent. Contrairement aux biens matériels, les comptes en ligne, les profils sur les réseaux sociaux et les données personnelles ne disparaissent pas automatiquement lorsque nous décédons. En pratique, si aucune disposition n'a été prise pour notre vivant et qu'aucun proche n'en fait la demande, nos profils restent en ligne indéfiniment. Les plateformes elles-mêmes n'ont pas de moyens infaillibles de distinguer un compte inactif que son titulaire a perdu l'intérêt ou d'un compte inactif parce que la personne est décédée. Aujourd'hui, on va parler de ça les amis. Que devient notre vie numérique après la mort ? Alors, ça peut paraître un sujet un peu froid, un peu distanciel, mais je pense que c'est important aussi de se faire cette réflexion aujourd'hui, tant qu'on le peut, hein, et à l'ère de l'IA d'autant plus. Mais c'est vrai qu'il y a un héritage aussi numérique qu'on va laisser, auquel on ne pense pas forcément, parce que on ne sait pas dans notre... C'est pas dans nos habitudes, hein, si on peut dire ça comme ça. On sait qu'on va chez le notaire pour léguer des trucs, mais notre vie numérique aujourd'hui est de plus en plus remplie et il va falloir en faire quelque chose. Comment ça va, mes petits osios ? Eh ben écoute, je trouve que pour un numéro de fin d'année, parfait timing, voilà. C'est vrai que pour terminer l'année, c'est T'as prévu de crever, toi, non ? C'est quoi tes résolutions pour l'année prochaine ? Eh bien, de résurrexer en 2.0. Ah, c'est un souhait ? C'est un vrai souhait que tu ferais, ça ? Vous verrez Moi, je vais bien. faire le souhait de pas mourir, hein, déjà. Exactement. On va commencer par là. Hein. Comment tu vas, toi, du coup ? Tu as décidé de pas mourir. Comment ça va ? Bah, toujours vivant, toujours debout. Écoute, l'homme qui prend la mer, qui prend la... on voit une très bonne musique avant qu'il devienne fou. Exactement. On aurait peut-être préféré cette musique qu'il y a, lui, finalement. Allez. Non, mais sinon, sujet relativement intéressant. Ça fait toujours partie des sujets un peu compliqués parce que tu sais que c'est important de le faire. Ouais. Et tu te dis, bon, voilà, j'ai pas prévu de crever dans les jours qui suivent, mais quand bien même, tu vois, c'est le genre de truc auquel il faut penser en amont, au même titre que tu as besoin de penser à ton héritage, tu vois, de mettre de côté, enfin, tous ces projets qui sont beaucoup plus rentables quand tu les commences tôt dans ta vie, en fin de compte. Je veux nous sortir de notre bubble, petit placement de produit, d'initier à la tech, mais on est pile dans une zone, mais genre, il n'y a rien, quoi. C'est le triangle des Bermudes. C'est-à-dire que en fait, les gens pensent à plein de choses pour après leur vie, quoi, après leur mort, pardon, plutôt. Et en fait, ce sujet-là, c'est un sujet qui est méconnu de la plupart. Mais c'est clair. Moi, j'ai vu plein de vidéos, je me suis buté sur des reportages justement pour préparer cette émission. Et vraiment, on a des témoignages de gens dont leur fils était décédé. Et vraiment, les gens se sont retrouvés démunis vraiment. Et je pense que c'est un sujet limite qui mériterait que genre le gouvernement, genre la Commission européenne s'en empare. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte de tous les tenants et les aboutissants. On y reviendra sans doute dans le podcast. Ouais. Mais ça peut aller du choc. Ça peut aussi entraîner le fait d'avoir, tu vois, un truc très con. Une notification de dire, tiens, c'est l'anniversaire de telle personne qui est décédée. Imagine un petit peu le choc pour les proches ou les amis, même un peu éloignés, qui reçoivent cette notif et qui sont même peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. Il y a ce truc-là. Il y a aussi un peu tout un volet où il y a des business. Et là, je regarde mon ami de la cybercriminalité, de la cybersécurité. Oui. Et il y a tout un sujet, business de ouf qui est en train d'éclater là-dessus, où les gens arrivent à usurper des identités de gens décédés pour toucher de l'oseille. Il y a tous ces sujets-là et en vrai, on ne se rend pas compte. Je pense que ça va être un bon podcast à présenter aux gens pour connaître les tenants et les aboutissants dans quoi on met les pieds parce que c'est quand même flippant. Ouais, magnifique résumé en tout cas de voilà. ce dont Bonne soirée on va parler. tout le monde. Allez, ciao. Il a niqué le watch time. Non, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est hyper intéressant, je trouve, qui est un peu morbide au premier abord, et c'est pour ça que j'ai voulu l'introduire un petit peu comme ça. Mais il y a tellement de trucs intéressants à parler, et surtout, ça peut devenir un enjeu, malheureusement, vis-à-vis de votre vie perso ou quoi que ce soit. Eh ben écoute, instant confession, je veux lâcher un mood sur ma vie perso. Bon, bah, vous êtes au courant, j'ai perdu mon chien. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu des notifs de Facebook ou même de Google Photos. Tu vois, te on s'en rend pas fait compte. des souvenirs. Il te dit, mais tu sais, en fait, lui, en plus, il est. Enfin, le truc, enfin, je dis lui. L'application, l'algorithme n'est pas au courant. Et en gros, il me sort un album random. Et là, l'album, c'était l'album de mon chien Gizmo, qui est parti très récemment. Et mine de rien, ça peut remuer le couteau parce que autant il y a des moments où je pense que quand tu as digéré le truc, ben, tu passes à autre chose. T'as la nostalgie plutôt qu'à la tristesse. Ouais. Voilà, exactement. Là, ça a eu l'effet inverse où ça peut
remuer le couteau là où la plaie est encore un peu fraîche. Un peu ouverte, ouais. Ouais, c'est sûr que c'est un bon sujet, je trouve qu'il fallait aborder. Sachant qu'aujourd'hui, dans de nombreux pays, notamment en Europe, il y a quand même un cadre juridique qui laisse un vide par rapport à ce sujet, notamment en termes de RGPD, qui s'applique n'en pas aux parle pas. personnes décédées, en fait. Il n'y a même pas de volet là-dessus, en fait. Bah ouais. Alors, c'est Et- pas couvert par le RGPD. On va en parler un petit peu, mais Ouais. tu as quand même des choses qui existent, pas spécifiquement en Europe, c'est plutôt des lois étatiques plutôt que des lois européennes, tu vois. Ouais, mais on est quand même sur un sujet où dans peu de temps, il y aura plus de morts, entre guillemets, sur Internet que de gens vivants. En fait. Exactement. Ah, par exemple, en France, il y a la loi informatique et liberté qui permet à chacun de définir de son vivant des directives sur le devenir de ses données personnelles après la Exactement, mort. c'est l'article 85. Donc, il permet, entre autres, donc, de son vivant, de définir ce qu'on appelle un légataire. C'est quelqu'un à qui tu pourras, que tu pourras désigner légalement pour être l'héritier, en fin de compte, de tes tes données, données, des comptes que tu as Internet. À noter que ça ne garantit pas un accès complet sur l'entièreté des plateformes, puisque même si ce compte-là, c'est un document que tu as besoin pour C'est un prouver. testament numérique. C'est pas exactement ça. En fait, c'est plutôt un contrat, peut-être un acte notarial, c'est ce qui s'en rapprocherait le plus, pour dire je suis l'héritier légal de ces comptes-là, je souhaite avoir accès à ces données, le récupérer, etc. Sauf que dans de nombreux services, Facebook notamment, tu ne récupéreras pas l'entièreté des données du compte. Tu vas récupérer une partie de décision. Par exemple, la personne ne récupérera pas les messages privés. Exactement. Alors justement, là-dedans, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais quand on dit récupérer les données sur un site ou sur une application, on parle de quelles données précisément? Et bah, il y a la réponse et j'ai pas la réponse. Ça va dépendre du service, malheureusement. Tu vas Ok. avoir des services sur lesquels tu peux récupérer l'entièreté des données. Tu vas en avoir sur lesquels, de base, on constate que tu as vraiment de la donnée personnelle qui, même à ta mort, ne doit pas être divulguée. Donc, pour Facebook, typiquement, c'est récupérer les photos, etc., ce qui a été publié Je de pense que manière. tout ce qui est les profils publics, en C'est fait. ça, plus ou moins public. Tout ce qui Tu est peux les public. récupérer, tu vas avoir certaines informations et surtout un pouvoir d'action sur le compte. C'est-à-dire que tu peux soit le supprimer complètement, soit tu peux le transformer en ce qu'on appelle un compte funéraire, je crois que ça s'appelle sur Facebook, qui permet de dire cette personne elle est décédée, mais on la garde en mode Oui, on le transforme en un espèce de de sanctuaire, profil mémorial. Ouais, c'est ça. Une C'est un pierre mémorial. tombale numérique. C'est un mémorial. Ouais, ouais. un mémorial, C'est exactement. exactement ça. D'après la CNIL, par exemple, le contenu des communications personnelles, donc les messageries, les emails, est en principe protégé par ce qu'ils appellent le secret des correspondances et n'est pas transmis automatiquement justement aux proches sans disposition explicite. J'imagine que c'est genre un avis de décès ou des choses comme ça, mais c'est sûr que l'utilisation des données et donc mettre à jour un profil, on en parlait avec ce fameux profil mémorial sur Facebook, c'est quand même un truc qui aujourd'hui peut devenir une instance à Ouais. proprement parler, quoi. Et il y a un truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que le fait que quelqu'un hérite des données qu'on va laisser n'autorisera pas forcément la personne à publier. Tu vois, Oui, de sur le reprendre profil, une ouais. photo ou de dire bah voilà, je reprends une photo de la personne et je me permets de la republier. Ça aussi, c'est assez encadré. Juste pour donner quand même un exemple pour que les gens visualisent un petit peu ce que ça représente aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a déjà plus de 30 millions de comptes qui appartiennent actuellement à des personnes décédées. C'est juste pour donner un petit peu le volume, L'ampleur, ouais. l'ampleur du truc. Et vraiment, genre, tu vois, il y a des projections qui sont faites et qui disent qu'en 2100, il pourrait y avoir 4,9 milliards de profils de personnes décédées. Et on nous dit, au minimum, ça serait 1,4 milliard. Pareil, savoir aussi également ce que va faire Facebook ou Meta, par exemple, je pense à eux, mais parce que c'est un petit peu, on va dire, la plateforme populaire. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer parce que ça leur coûte de l'argent? Ah bah, C'est-à-dire qu'il y a Ouais, des gens, ouais, si, tout à fait. si t'es team, genre, moi, je veux garder le truc mémorial, c'est important, et on verra que d'ailleurs, ça va beaucoup plus loin qu'une simple volonté personnelle qui nous touche à nous, parce que ça peut toucher un héritage. Bien sûr. C'est-à-dire, un héritage, c'est quoi? Bah, typiquement, aujourd'hui, par exemple, je pense à une chaîne qui parfois a beaucoup de succès parce que ça nous fait du bien de revoir des trucs. Lina Archive, qui nous remonte des vieux reportages des années et tout ça. Il y a cette dualité de se dire, ok, il y a des gens qui veulent absolument effacer tout ce qui a pu concerner un proche ou en tout cas quelqu'un qui laissera sa volonté de dire, bah moi, dès que je suis plus là, on vire tout ce qu'il y a sur moi. Par contre, on pourrait perdre un héritage culturel de savoir quels étaient à l'époque les us et les coutumes Bien sûr. des personnes et tout ça. Et ça, il y a vraiment aussi un débat qui va bien au-delà de juste d'un côté très personnel de la famille, etc. Complètement. Mais c'est un bon point que tu mets en exergue, c'est-à-dire que dans le cas, votre cas il est intéressant en vérité, le cas d'un créateur du contenu.
Demain, tu as publié tes vidéos, etc. Malheureusement, il arrive quelque chose qui fait que tu décèdes. Bon, ta chaîne YouTube, c'est du contenu que tu as créé pour le partager à la communauté. Malheureusement, ta communauté, j'imagine, va être au courant de ton décès, malheureusement. Et des fois, c'est même pas sûr. C'est Déjà, même pas c'est une sûr. question. Ouais, mais... Qu'est-ce qui va devenir quelle sera la... Parce que la décision, elle va être dans la main de tes héritiers, en fin de compte. Donc, tu auras ton testament qu'il faudra respecter, tu auras les directives que tu vas laisser si jamais tu en as laissé. C'est du contenu qui a été créé pour être partagé. Donc, dans l'absolu, tu peux te dire, mais attendez, mes proches qui, eux, sont condamnés à revoir le fantôme de la personne au travers des vidéos YouTube. Ça doit être terrible dans un premier temps. Tu sais, il y avait ce genre de choses qui était sorti avec l'arrivée de l'IA, du fait que tu avais des acteurs décédés sur lesquels on avait réutilisé leur voix, etc. Eux, ils sont milités pour dire, attendez, la personne, elle est décédée, vous utilisez sa voix pour... Il faut avoir une autorisation. Alors, mais au-delà de ça, je veux dire même... pas d'un point de vue juridique, d'un point de vue éthique, simplement de se dire la personne elle est décédée, vous le faites revivre au travers de l'IA pour lui faire dire des dingueries, même si c'est marrant, ouais. Derrière, tu peux te dire, mais ayez au moins un respect pour la mémoire de la personne et pour les proches qui sont encore oui, morts, quoi. tu veux dire pas au cinéma, mais dans le cadre public ou grâce à j'ai envie de te dire, peu importe. applications. Dans le cadre du cinéma, j'ai envie de te dire, t'es un peu plus réglementé parce que normalement, t'as un cadre juridique, oui, tu c'est peux ça, essayer de ouais. voir la personne, etc. Mais genre, juste pour faire des shorts ou des TikTok, ça fait un peu chier, Ouais, tu non, vois. c'est abusé. J'ai même envie de prolonger juste les questions par rapport aux créateurs que nous sommes. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on touche une monétisation sur notre travail. C'est un peu l'équivalent des artistes, tu vois. J'ai envie de dire, quid de ces monétisations qui pourront peut-être nous survivre. Imagine, tu sais, nos vidéos. Parce que moi, il y a un monde où j'imagine un peu que des gens bien plus loin dans le futur auront envie de regarder un petit peu nos vidéos, un peu comme Lina, revivre un petit peu des lancements de produits iconiques ou des choses comme ça. Et peut-être qu'un jour, ils iront sur tes vidéos, sur les miennes, etc. Pareil, il faut travailler sur le quid de la monétisation, quoi. Alors ça, pour le coup, je pense que étant donné que c'est une œuvre de l'esprit, ça rentre dans le cadre de la propriété intellectuelle. Donc c'est au même type que les artistes qui aujourd'hui sont streamés, Claude François, etc. C'est les droits d'auteur. Ouais, ça va être les héritiers qui vont toucher les droits d'auteur. Mais nous, on est très peu au fait de ces choses-là. C'est-à-dire que pour moi, le seul truc logique que je vois, c'est de dire, le jour où s'il m'arrive quelque chose, j'espère que mes proches, ils auront accès à ma chaîne YouTube parce qu'ils auront le mot de passe de mon YouTube Studio, etc. et qu'ils pourront aller basculer la monétisation vers qui va en hériter. Mais tu vois, c'est très con. Mais... du coup, si vous connaissez un créateur de contenu et ses proches et que lui, il est malheureusement décédé, n'hésite pas à nous poser la question et à nous répondre dans la bulle de la semaine, de savoir comment tu gères l'héritage. Non, mais en revanche, c'est un vrai truc. Aujourd'hui, même les créateurs en ligne, les créateurs de contenu, moi, je suis inscrit, je crois que c'est la SCAM ou un truc comme ça. C'est la SACEM des droits d'auteur, où tu t'inscris et en fait, tu rentres ta bibliothèque de vidéos pour protéger ces contenus et surtout, en fait, YouTube ne reverse pas les droits d'auteur. Donc, tu vas les récupérer en fonction de tes vidéos. Je viens de prendre une information. Je ne suis pas du tout inscrit. Ah ouais, il faut... il est urgent de s'inscrire. Il y en a plusieurs. Non, c'est pas la SCAM, c'est la SACD, pardon. Et c'est une institution parmi d'autres, comme la SACEM pour la musique. La SACEM a aussi un service de droit d'auteur. J'ai plus le nom. Je crois que c'est la SCAM, mais en tout cas la SACD. On se refera une discussion off. Qui permettent justement de récupérer les droits d'auteur. J'ai pas mon stylet pour prendre des notes là. Mais genre ces genres de trucs-là, comment dire, quand tu crées des marques, typiquement Blend, ça veut dire que la marque, genre potentiellement, elle fait partie de ta propriété, etc. Genre c'est un truc qui est déposé à l'INPI ou un truc comme ça. Voilà, c'est ça. C'est qu'un logo, par exemple, peut être déposé à l'INPI pour le protéger. Un concept peut être déposé à l'INPI. Donc demain, je sais pas, tu as une thématique de vidéo comme Blend, tu dis je veux protéger ce concept de vidéo, donc je peux le déposer. Attends, je vais faire une comparaison foireuse. T'as Nabila, le Halo, je sais pas quoi. Bien sûr, elle peux le déposer, bien sûr. Bordel, exactement. Elle l'a fait d'ailleurs. Et il y a une autre partie qui sont les droits d'auteur, comme un musicien va déclarer sa musique en disant je suis l'auteur, mais il y a aussi un producteur, il y a aussi un réalisateur, il y a aussi ceci, cela. Ouais. Et tu peux faire la même chose aujourd'hui sur la création YouTube. Donc moi, je suis propriétaire à 100% de mes contenus parce que c'est moi qui les fais de A à Z. Maintenant, on peut imaginer un futur où tu travailles avec d'autres personnes et donc tu vas les inscrire. Mais en tout cas, aujourd'hui, même les créateurs de contenu ont droit à cette rémunération qui est pour et à ce statut qui les protège, qui protège leur contenu et qui peut dire ce truc-là, on peut pas se l'approprier comme ça. C'est mon œuvre de l'esprit, etc. Mais ça, c'est intéressant parce que tu vois, dans le cadre de tout ce qui est propriété intellectuelle, etc., typiquement, c'est des trucs qu'il faut léguer aussi. C'est pas directement lié à la thématique de que deviennent les données à notre mort. Mais par contre, c'est des choses que
que tu as produits de ton vivant qui sont protégés et qui sont surtout détenus par quelqu'un. Donc cette récupération, il faut bien la faire à un moment, quoi. Et ça sera à la famille, puisque a priori, c'est toi, c'est ta personne. Donc, du coup, Exactement. Mais c'est tu peux la légué. céder à une autre société. Et Il tu n'y peux a la rien céder, qui bien t'interdit de le Bah, lier. c'est ce qu'ils ont fait récemment avec l'entièreté de l'œuvre discographique de Michael Jackson. Ouais. C'était la propriété intellectuelle de la famille et ils ont revendu l'entièreté à Sony, il me semble, si je dis pas de bêtises. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui se font dans l'univers de la musique, mais c'est ce qui se fait au jeu aussi dans le domaine des films. On peut aussi prendre l'exemple du fait que un film tombe dans le domaine public au bout de 50 ans, sauf si le contrat est renouvelé au niveau de l'État pour repousser ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a eu un moment plein de films sur la guerre des boutons, parce que la guerre des boutons est tombée dans le domaine public, donc tu n'avais rien à racheter en termes de droits pour pouvoir le produire. C'est des petits détails comme ça, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie propriété intellectuelle, peu importe le métier que vous faites, si vous êtes Il y a de la dans protection. les réseaux. Ouais. Mais il y a, ouais, c'est ça, il y a une protection et ça va aussi sur le domaine du décès. Aujourd'hui, si tu décèdes pour X ou Y raison et tu fais un métier qui invoque des droits d'auteur, tu peux les récupérer. Puisque ça. c'est dans le cas de la création de contenu. Mais là, du coup, la question qui se pose, c'est dans le cas où t'es n'importe qui, entre guillemets. T'es pas spécialement oui. célèbre et tu consommes les services au même titre que n'importe qui pourrait les consommer dans l'objectif de discuter avec ses proches, par exemple. Sachant que j'ai vu que les gens pouvaient créer jusqu'à 300 comptes. Donc ça aussi, en fonction de la personne qui est en face de toi, dont tu dois gérer l'après, ça fait quand même... c'est assez tentaculaire, en fait. Du côté des grandes boîtes, on voit un développement qui commence à se produire. J'ai 3 exemples. Celle de Facebook, justement, on en parlait, qui propose de désigner un contact légataire. Exactement. Donc, tu parlais, Rewan, qui pourra justement gérer certains aspects du profil mémorial, le profil commémoratif. C'est un compte de commémoration, exactement, le vrai terme utilisé par Facebook. Ouais. Et voilà, donc une fois le décès signalé, où on demande soit de faire ça, soit la suppression du compte. Alors oui, mais pas que. C'est-à-dire que tu as le planificateur de succession chez Facebook et chez Meta de manière générale qui te permet de te dire, malheureusement, tu es dans une situation où tu te dis que ce serait peut-être pas mal de prévoir qui va récupérer le compte après que tu sois parti, malheureusement. Et tu peux le faire dès aujourd'hui. C'est-à-dire que vous, avec les moyens que vous avez à disposition, vous avez accès à un portail directement chez Meta qui vous dit, voilà à qui je veux léguer mon compte une fois que je serai parti. Ok, très fort. Chez Google, on peut activer un gestionnaire de comptes inactifs qui, après une période d'inactivité prédéfinie, le compte peut être supprimé ou ses données transmises à des contacts de confiance, par exemple. Et ça, c'est pas mal parce que moi, pour l'avoir mis en place, je sais que parfois, j'ai même un rappel. Il t'envoie un petit mail de rappel en disant « Ah, rappelle-toi, t'as légué ton compte à telle personne. Est-ce que t'es sûr? On est bon et tout » parce que en vrai, on ça parle peut beaucoup. évoluer, ouais. Il t'envoie tous les mois. Et puis, moi, je touche du bois, mais en gros, il se pourrait que la personne à qui tu lègues, elle parte avant toi. Donc, c'est important de pouvoir se rappeler aussi à qui on a légué, parce que ça, c'est pareil. C'est un truc qu'on va faire et qui va traîner pendant des années. Et je trouve que c'est bien de temps en temps, de la part de Google, de faire la petite piqûre de rappel en disant « Hey, attention, t'as légué à telle personne. Est-ce qu'on est tout bon? Ok, c'est cool. » Du côté de chez Apple, ils ont mis en place un système de legacy contact, exactement comme Facebook, un contact héritière, pour qu'un proche justement puisse accéder aux données iCloud du défunt sur présentation d'un certificat de décès. Donc voilà, ces outils, c'est encore récent, ils montrent quand même que les grandes marques du numérique commencent à anticiper un peu le sort des données post-mortem. Et justement, dans un monde de plus en plus numérique, de plus en plus connecté, il faut qu'on commence à se tourner là-dessus. Tu parlais de chiffres tout à l'heure, Mathieu, c'est quand même assez vertigineux. On peut compter sur Facebook environ 8000 utilisateurs qui décèdent chaque jour. Oui. Et tu parlais de 2100. Il s'avère qu'il y a une étude de l'Oxford Internet Institute qui a même projeté en 2070, un petit peu avant toi, le nombre de comptes de personnes décédées pourrait dépasser celui des vivants sur l'ensemble des réseaux sociaux. Ouais, c'est fou, c'est ce qu'il disait quand même tout à assez l'heure, vertigineux. D'avoir des chiffres en se disant c'est 2070, c'est assez fou. Là, aujourd'hui, ce que je peux vous dire, par contre, spécifiquement les États-Unis, on estime qu'il y a 63,9 millions de comptes de personnes décédées qui existent en 2025. C'est beaucoup. Ça fait beaucoup. Sur tous les réseaux sociaux ou sur Facebook Alors, il n'y a pas de réseaux sociaux qui sont particulièrement ciblés. On parle juste de comptes de personnes qui seraient décédées. Donc, au travers des plateformes, je ne saurais pas exactement te dire, mais ça représente plus de. Enfin, en France, on est combien? On est 60 millions? 67, donc c'est presque 70 quasiment. Ouais, voilà, t'as quasiment toute la France qui est décédée, mais qui existe sur des comptes fantômes sur les plateformes des États-Unis. C'est fort. Hein. Ouais. C'est principalement sur les réseaux sociaux, pardon. Donc, on va récupérer tout ce qui est compte Facebook, Insta, TikTok et X. Et encore une fois, il faut aussi comprendre un truc, c'est que c'est pas par bonté d'âme qui nous garde ces comptes-là, c'est que ces comptes-là continuent de générer du trafic, parfois des commentaires, parce que les gens se retrouvent autour d'un compte mémoriel et vont... je sais pas, saluer un anniversaire ou des choses comme ça. Rendre hommage. Rendre hommage ou des choses comme ça. Et ça génère encore énormément de trafic
Par contre, c'est vrai qu'effectivement, il y a un moment où je pense que le verre va déborder. Et quid de savoir ce qui va en être. Et encore une fois, c'est important parce qu'il y a peut-être tout un héritage à garder là-dessus. Il y a un phénomène de fantôme numérique. On appelle ça quand tu vas, par exemple, tu parlais de messages tout à l'heure, Rewan, dire bon bah je vais sur Facebook parce que j'ai discuté avec telle personne, donc je vais revenir un petit peu sur l'archive des derniers messages d'un être cher, par Bien sûr. exemple. Vous êtes un peu pour ou contre cette méta de dire bah, ok, on peut avoir accès aux données d'un proche ou de reconsulter des données. C'est très personnel comme question. Je pense que ça va dépendre de la personne et de son assentiment vis-à-vis de la personne décédée. En fait, si tu veux, je pense que je serais plutôt pour, mais il faut pas que ça devienne une espèce d'obsession maladive, tu vois. Ouais. T'as l'exemple de Jesse dans Breaking Bad. Tu sais, qui appelle l'ancien numéro de sa meuf décédée pour écouter sa messagerie vocale. Et à un Ouais. moment, à force de l'appeler, bah en fait, le numéro, il expire. Oui, il coupe Donc, les numéros, ouais. il peut plus l'écouter, tu vois. Donc je pense que c'est un moyen de se rappeler et de célébrer ce que la personne elle était, mais qu'il faut pas que ça tombe dans quelque chose de trop obsessionnel, maladif. Moi, j'ai un peu plus de mal. J'ai pas vraiment de sentiments très partagés. Je pense que ça va dépendre aussi également de la proximité qu'on a avec la personne. Ça m'est arrivé de tomber sur une page Facebook mémorielle d'une personne qui a repopé un petit peu dans mes suggestions Facebook. Et ça m'a fait très bizarre. Le fait que ce soit un truc un peu public, tu vois, où Tout le monde n'importe pourrait y quel avoir random accès, ouais. peut y avoir accès. Je sais pas, je ne sais pas. Alors vraiment, j'ai un sentiment. J'essaie de te répondre là en essayant de me projeter parce que je l'ai pas fait. Mais en vrai, il y a un côté un peu vitrine, un peu morbide, un peu. Mais je suis pas. Voilà. Après, je pense qu'encore une fois, ça dépend déjà de la proximité que tu as potentiellement avec la personne en cause. Là, moi, c'était quelqu'un que je connaissais, mais que je avais perdu de vue depuis très longtemps. Donc, il y a ce petit choc de, tu vois, tu as cette petite nostalgie où tu te rappelles d'elle à tel moment, mais c'est vrai que j'avais pas une proximité très, très forte. Mais ouais, pourquoi pas. Après, je pense que ça dépend aussi de, comme tu dis, hein, des gens. Moi, de mon côté, je suis ni pour ni contre, en fait. Moi, je pense que si ça arrive à quelqu'un que je connais et que j'avais la responsabilité de faire ça, je le laisserais activer genre 1 an, peut-être 2, un truc comme ça, puis qu'au bout d'un moment, je le couperais définitivement, histoire de dire, bah voilà, vous avez eu votre temps pour Ouais, mais enfin, tu vois, je comprends. voir les souvenirs. Mais ça veut dire je récupérerai quand même les trucs, c'est-à-dire que si c'est Facebook, Insta, etc., je ferai une sauvegarde des photos, des trucs que j'aurais pas déjà moi de mon côté, et puis je désactiverai le truc, tu vois. Je comprends, mais moi, il m'arrive un truc, donc je vais essayer d'être très vague parce que j'ai pas très envie de parler de la personne en question, c'est très personnel. Mais en fait, il y a des personnes qui sont attachées à certaines choses. Moi, il y a pas si longtemps, on me disait, tu peux pas essayer de récupérer un vieux téléphone. On me dit, en fait, on aurait besoin de sauvegarder les SMS dans le cloud pour pouvoir y avoir accès parce que la personne, elle semble avoir besoin de relire des conversations qu'elle a eues avec une personne disparue. Et en fait, je pense que c'est un peu propre à chacun. C'est-à-dire Ouais. que c'est tout con parce que là, du coup, il y a pas de son de voix, il n'y a pas de matérialisation de photos. La personne, elle a des photos avec la personne et des morceaux de tête vidéo, etc. Mais il y a aussi des fois des aspects très personnels des Bien données, sûr. comme le C'est SMS, clair, bah oui. où là, il y a vraiment, tu es au cœur de l'intimité d'une conversation. Donc c'est aussi quelque chose de, voilà, ça dépend des gens, en fait, j'ai envie de te dire. Ok. Tu ferais quoi, toi? Ben écoute, je ferais quoi? Je sais pas. Je sais que j'ai été confronté à cette situation avec un membre de la famille qui est décédé et qui a du coup qui avait un compte Facebook et donc du coup qui est passé en mode mémorial, etc., etc. C'est une personne qui était active hein, sur Sur les Internet de manière générale, donc en tapant son nom, tu tombes sur pas mal de choses différentes. C'est vrai qu'au début, ça peut faire bizarre. Ce que j'aimais pas, c'est que surtout des personnes de ma famille partageaient des photos en disant, tu sais, RIP, des trucs Ouais. comme ça, c'est un truc que je ne tolère pas. J'ai du mal. En revanche, après, sur le reste, c'est là. De temps en temps, j'y retourne, ça me fait un petit peu de nostalgie. Je pense mais qu'il y a j'ai aussi le toujours temps ma qui galerie. fait que les choses, ça pèse aussi C'est un ça. petit peu. C'est quoi. pour ça que Ouais. je t'ai dit de laisser le truc actif et puis le désactiver au bout d'un moment. Je suis d'accord. Mais ce que tu m'as dit sur le partage des trucs décédés, ça m'arrive pas si rarement que ça sur LinkedIn spécifiquement.
de me retrouver sur des posts de gens que je ne connais pas parce qu'il y a une interaction de personnes de mon réseau que je connais qui interagissent avec le post de la personne disant nous sommes désolés de vous apprendre le décès de nanana, publié sur son compte par un proche quelconque. Et quand je me retrouve à ce genre de post, j'étais en mode c'est normal que ça m'atteigne parce que LinkedIn ne fait pas la différence. En fait, le compte, c'est pas un compte mémoriel, c'est un compte actif. Juste le post, il n'a pas été fait par la personne physique derrière ce compte. Oui, c'est juste un commentaire, donc ça pop la publication. Quoi. C'est juste un commentaire sur un post. Donc LinkedIn ne fait pas la différence. C'est bizarre de se dire, ouais, ok, je comprends. Mais je vois aussi le point de vue de Mathieu de se dire, c'est peut-être, et le tien, de fait de relayer ce genre de truc-là de manière peut-être un peu maladroite, voulant célébrer le décès de quelqu'un. C'est ça. Mais de se dire, merde, je suis tombé sur le post de quelqu'un qui est décédé. C'est près de la limite du voyeurisme, tu vois, de se dire, putain, c'était qui est mort, alors que le mec, je ne l'ai pas croisé, pas une seule fois. C'est un peu bizarre, mais c'est tous ces aspects-là. Mais en vrai, c'est des trucs que tu as aussi. En fait, le truc, c'est que vu que la frontière numérique, elle n'existe pas, c'est beaucoup plus facile de tomber dessus et c'est beaucoup plus facile de sombrer dans ce côté un peu voyeuriste que ce que tu peux avoir dans les souvenirs que tu as de la personne dans la vraie vie ou en allant chez d'autres personnes, en ayant des cadres, ce genre de trucs, tu vois. Et il y a un truc qui est très vrai de ce qu'on est en train de dire. Il y a deux cas d'usage qui montrent un petit peu comment ça peut être perçu. C'est toi qui vas consulter la page de la personne et le truc, comme je t'expliquais, qui vient te popper à la gueule alors que tu n'as rien demandé, que c'est peut-être pas le bon moment. Je pense qu'il y a aussi le fait que malheureusement, les algos et les plateformes, elles sont un peu imprévisibles, qu'elles n'ont pas tous les tenants et les aboutissants, et que du coup, si le truc il doit te balancer alors que ça fait que 3 jours, tu vois, par exemple, c'est pas perçu pareil que si toi, je sais pas, 2 ans après, tu décides d'aller te faire une petite page nostalgie, tu as envie de revivre un moment avec une personne qui a disparu et tu vas chercher ce moment-là. Justement, avec les comptes mémoriaux sur Facebook, on n'a pas ce truc de... on a le en souvenir d'eux, mais il n'y a pas les rappels d'anniversaire et tous ces trucs-là qui peuvent paraître un petit peu compliqués. Il y a un sondage qui a révélé que 50% des personnes préféreraient que leur publication en ligne soit supprimée une fois décédées, afin de disparaître du web en même temps que du monde physique. En revanche, il y a 21% qui souhaitent que leur contenu reste visible indéfiniment, sans doute pour contribuer un peu à la postérité ou laisser une trace à leurs descendants. Et ça va être un vrai problème parce qu'encore une fois, pour l'instant, j'ai l'impression que, par exemple, on prend Facebook parce que c'est vraiment la plateforme fédératrice, c'est celle qui spectre le plus large en termes d'âge. Ça, c'est pareil. Pour l'instant, elle arrive à gérer. Ça, c'est dans son intérêt aussi également à elle. Quid de demain où, de un, elle est plus en capacité de pouvoir gérer ça, en espérant que des technologies arrivent à compresser le truc et pourquoi pas encore essayer de faire en sorte que ça perdure. Et quid aussi également de si ça a plus du tout d'intérêt financier pour elle, elle va pas garder ça pour ton bon plaisir. C'est clair. Et ça, c'est pareil. Qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que on va t'envoyer un truc en disant un petit PDF de la page, récupérer les données, t'as tant de temps pour les récupérer. Pareil, parce que franchement, t'as vu, on a fait l'épisode la semaine dernière avec les trucs complètement loufoques, les concepts complètement loufoques qu'on a fait cette semaine, pardon. Mais quid de genre, il va falloir, ou peut-être monétiser le Bien fait sûr. que ce truc-là reste en ligne. Moi, je pense que c'est le format le plus probable. C'est-à-dire, écoute, la personne, elle est quoi. décédée. Nous, sur nos serveurs, ça consomme de la place. Donc, on va te laisser un délai de carence de 90 jours pour télécharger les données de la personne avec des rappels à échéance régulière. Si tu veux prolonger la présence en ligne, un an, souscris un abonnement. Vous souhaiteriez faire quoi, vous, de votre côté vous y avez réfléchi ? Je suis mort, frérot. Télécharge les photos et paye pas de l'argent pour moi. T'imagines ? En plus, là, en vrai, on parle que de Facebook, mais t'imagines, tu mais fais sans même parler d'argent, juste dire, tes données, tout ce qui est sur Internet, tu shut down tout ou tu laisses ? Ouais, j'ai envie de te dire, en théorie, les personnes avec qui j'ai des bons souvenirs, j'espère qu'elles ont des bons souvenirs de moi aussi, tu vois. Mais des souvenirs, des photos, que ce soit sur leur téléphone ou quoi. Donc, je pense que... Et puis, bon, je vais te faire une phrase philosophique, mais profite des gens pendant qu'ils sont là, quoi. Pas... après qu'ils soient partis à travers les photos en te disant merde, j'aurais pu passer plus de temps avec eux, tu vois. Mais je suis d'accord dans le fait il y a cette dualité aussi de se dire bah ouais, mais là en ligne ça te permet de te rappeler de certains trucs et tout. Non, supprime mes comptes et puis laisse-moi voilà, souviens-toi de moi avec les souvenirs qu'on s'est fait ensemble, pas ceux qui popent sur internet, tu vois. Et Mathieu, sachant qu'il y a aussi le côté création de contenu et donc toutes tes vidéos. Mais ça, c'est un autre présentes. débat. Mais ça, pour moi, c'est un autre sujet. Ouais, mais dans le cadre de Mathieu, ça rentre. C'est vrai. Ou moi aussi, ça rentrerait dans ce cadre-là. Moi, en vrai, je suis le mec qui va fuir un peu le sujet, mais en gros, je t'explique pourquoi. C'est-à-dire que moi, en moi intérieur, ma volonté personnelle d'être vivant, et ça, pour moi, ça a toute sa nuance, tout ce que j'ai fait sur YouTube, j'aimerais que ça reste
en héritage, entre guillemets, de ce que j'ai apporté pour Accompli. les gens. Bien sûr. C'est même pour les gens, tu vois, les quelques personnes, moi j'ai pas une très grosse chaîne, mais le peu que j'en ai fait, bah, je l'ai fait pour partager à des gens, des fois j'y mets un peu mes points de vue, parce que aussi il y a des fois, oui, on fait des vidéos très cons de tests de produits, et bon, bah ok, pour l'archivage, ça peut être rigolo d'avoir une teinte d'un événement passé, mais il y a des fois des trucs où j'y ai mis un peu de ma réflexion, de mon analyse, de ça, et c'est vrai que ça me ferait plaisir que ça reste. Par contre, si c'est en contradiction avec ce que souhaiterait ma famille, j'ai envie de te dire, pour être passé par là il y a peu de temps de vivre le décès de quelqu'un, j'ai envie de dire, bah écoute, elle, c'est plus son problème. Là où elle est, la personne, elle se pose plus la question de savoir ce que sont ses données ou pas. Donc j'ai envie de te dire, j'ai presque envie de laisser la liberté des gens. Si ça leur fait du bien que ça soit là, laisse-le. Si par contre tu sens que c'est un problème et que ça peut venir plus appuyer sur une plaie qui va faire mal, bah, supprime. J'ai envie de te dire, je préférerais laisser le choix aux gens qui vont me survivre. Et Ok. j'ai envie de te dire, s'il y a des choses, enfin, et pour ceux qui nous écoutent, s'il y a des choses que vous voulez absolument, que j'entends que vous voulez des volontés, hein, c'est-à-dire quelque chose que vous voulez faire ou que vous voulez pas faire, il faut les mettre absolument sur écrit. C'est-à-dire que si vous par exemple, ça peut arriver, malheureusement, ça arrive même plus souvent que ce qu'on ose en parler, mais si vous êtes en bisbille avec des gens de votre famille qui, vous savez, vont récupérer potentiellement les trucs, si vous voulez éviter qu'il y ait des dingueries qui se fassent avec, bah, il faut bien le faire mentionner dans votre acte de succession, dans votre testament, dans ce que vous voulez, dans les directives Même que vous sur un bout envoyez. de papier. Hein. Bien sûr. Après- L'idée, c'est que ces choses-là, ça doit être des choses qui, par exemple, vous savez que potentiellement la personne elle veut garder le compte actif, vous dites non, je souhaite supprimer les comptes de telle plateforme, telle plateforme, telle plateforme à mon décès, bah là, entre guillemets, c'est un document qui fait foi, donc il n'y aura pas possibilité de retour en arrière. Après, je veux pas faire le mec je me permettrai pas de me faire la comparaison, mais je vois des gens comme genre Johnny Hallyday, Alain Delon et tout là. J'ai vu de très loin les histoires. Hein. T'as beau, je pense que ces gens-là, ils ont pensé à essayer de sécuriser les trucs. Quand il y a des familles qui veulent se déchirer pour un héritage, entre Bien guillemets, sûr. une legacy, Surtout à ce niveau-là. t'auras beau mettre sur un papier, il y en a un qui va te sortir un contre-papier parce qu'il a eu un truc comme ça ou un témoignage de ouais, non, en fait, il était sous emprise. Il y a toujours des dingueries. Après, c'est sûr que c'est bien d'avoir essayé de clarifier les choses. Et encore une fois, moi, je suis pas dedans. C'est-à-dire qu'en vrai, si ça peut rester, bah, c'est cool. Par contre, si c'est pour emmerder les gens que j'aime, bon, bah écoute, tant pis, hein, c'est pas grave. On fait comme pour tout. Hein. On n'est plus là, on n'est plus là. Hein. C'est ça. Je suis assez du même avec toi. Il y a un truc intéressant que tu as mentionné tacitement, c'était le fait de se dire, bah voilà, la personne est décédée, aujourd'hui on va supprimer les données, est-ce que tu veux payer pour étendre la durée durant laquelle les données sont stockées chez nous et donc accessibles? Tu as un autre contre-argument qui est un peu bâtard, bah, c'est la personne qui avait souscrit à des abonnements. Si t'es pas au courant et puis qu'il y a de l'argent sur le compte et que la carte est toujours valide, tu vas te retrouver avec des abonnements pour des services qui vont continuer à être prélevés Tout à alors que fait. la personne elle est Voilà, décédée. tu shut down de toute façon toutes les cartes en vrai, non? Bah, tu peux shut down sa carte, mais admettons que tu as un compte commun. Tu fais comment? Avec la même carte, comment dire, pour toi et ta compagne, par exemple? Non, mais c'est vrai que c'est ça qui est horrible. Je le c'est- ferme. Hein. Ouais, Bah ouais, mais t'es obligé de faire la demande à la main sur un compte pour lequel t'as pas forcément Ce que accès dit- parce que c'est le compte de ta femme, Ce que etc. dirait Wan Tu et- bloques les prélèvements, oui, je suis d'accord, mais tu vas quand même t'en rendre compte a posteriori. Ouais, bien sûr, ce que bien dirait sûr. Wan, en vrai, ça paraît évident quand on en parle là, mais quand déjà, en fait, tu sens, moi, pour avoir vu, tu sais, les fameuses vidéos, les reportages, on se disait, c'est que déjà, les gens, ils ont la tête dans le guidon parce que. Ah non, mais Exactement. c'est clair. Bien sûr, il y a d'autres choses à Et régler. qu'il y a d'autres trucs à régler, Bien et puis il y a le sûr. choc. Mais c'est vrai que moi, je me souviens avoir entendu parler dans mon entourage, pas proche, mais des gens de dire ah ouais, il y a un abonnement qui continuait de tourner depuis genre 2-3 ans qu'ils n'avaient pas vu. Ouais. Et tout le monde fait pas la liste comme on a fait en C'est ça. début d'année des Exactement. abonnements qu'on mais, a, quoi. mais même moi, je la fais. Alors, je la fais déjà pas pour moi, donc je vais pas la faire pour mes proches. Mais encore une fois, c'est toujours. En fait, de base, ce que Mathieu il a dit, c'est t'as le choc de la personne qui est décédée et de tout ce qu'il y a à faire dans l'immédiat qui est vraiment pas cool. Et t'as la lassitude de dire putain, je commence à en voir en full bon et bim, tu te manges un prélèvement pour ChatGPT, ça fait chier, tu vois. C'est clair, bien Et sûr. Et pour le coup, je comprends qu'il y ait des sociétés qui se montent autour de ça. Moi, j'ai vu des choses sur ce sujet-là où tu as des sociétés françaises, ou européennes, etc., qui proposent de pouvoir monter des accompagnements là-dessus. Ouais, l'idée de revenir après la mort grâce à la technologie, ça pourrait sembler relever de la science-fiction, mais c'est bien réel.
Et tu le disais, il y a des entreprises qui se créent, qui montent Autour un de ce business business. autour de ça, quoi. C'est-à-dire que tu as les deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là pour t'accompagner quand quelqu'un est décédé, pour peut-être prendre en charge justement cette charge mentale de gérer tous les abonnements, Et tous juridique, les trucs comme ça, bien sûr. ouais, juridique et tout. Et eux font les choses nécessaires parce que, pareil, j'avais entendu dire, par exemple, dans un des reportages, qui disait que pour Apple, il fallait carrément passer un coup de fil pour dire que la personne était décédée, pour pouvoir prendre possession du compte si, par exemple, ils n'ont pas laissé un légataire du compte. Ouais. Chez Microsoft, c'est pire. Il faut faire une lettre avec accusé de réception à envoyer au siège social qui est aux Pays-Bas, côté Microsoft et tout ça, pour reprendre la main sur le compte, etc. Il y a des dingueries. Il y a des Je trucs pensais que de c'était ouf. Irlande, Microsoft. Irlande, pardon, Ah oui. tu me corriges bien. Ouais, voilà, c'est ça. Irlande, mais tu as tout des dingueries. Donc, tu as des gens qui vont se proposer en tant que service pour te dire on peut gérer toute cette charge mentale pour toi. Et en même temps, tu as des gens qui vont gérer potentiellement cette fameuse résurrection numérique 2.0. Et bah, c'est un peu inspiré de la série Black Mirror, Oui. avec son œuvre et surtout l'épisode Be Right Back Ouais. Quel en enfer, cet 2013. épisode, quel enfer. Où justement il y a une jeune femme qui utilise une intelligence artificielle pour simuler la personnalité de son compagnon décédé. Si C'est vous ça. n'avez pas vu l'épisode, Faut aller le voir. Ah ouais, c'est Ah, c'est faut quand même aller le assez voir. bouleversant. Ouais. Et ce Mec. scénario, c'est plus du tout justement de la Non. fiction. La résurrection numérique basée sur des quantités massives de données, on y est clairement. Mais surtout que c'est plausible. Pardon, je vais juste spoil les 5 premières minutes, même pas de l'épisode. C'est juste au départ, personne, c'est son mari, il est décédé, machin. Et en fait, c'est un service qui lui propose juste de récupérer les traces qu'il a laissées sur Internet, connecter ses réseaux sociaux, etc. Et de d'en créer faire un medley. un persona pour juste avoir un chat. Donc, C'est il ça. chatte par écrit. Et c'est assez fou de se dire que aujourd'hui, en vrai, il y a déjà pas mal de trucs qui sont faisables. Il y a un jeu vidéo que j'ai vu il y a pas longtemps sur lequel, à force de parler avec tes potes, il t'enregistre. Donc, c'est un espèce de jeu, tu sais, un peu genre Lethal Company où tu dois collecter des objets, etc. Et à force de... Moi, je parle avec toi, tu as des mimiques qui vont te tuer, mais qui vont reprendre ta voix et te mettre à me parler comme toi tu le ferais. Ouah, c'est Donc genre je te dingue. dis Quentin, tu vas me répondre ouais Théo, moi je suis là machin et le but du mimique c'est de venir te tuer. Sauf que l'autre il aura ta voix, ton intonation, tes Mais expressions et tout. non. C'est une folie. Donc moi j'en vois souvent des arnaques avec ce qu'on appelle les deepfakes etc. avec des gens qui ont des faux visages ou des faux voix en prenant l'apparence d'un dirigeant pour voler des données. Là on est vraiment à cette croise des chemins où carrément ça peut être utilisé pour ce qu'on vient de dire. Bien donc, sûr. garder l'illusion d'avoir un proche décédé qui serait encore parmi nous. Et tu crois pas si bien dire parce que l'épisode, je sais pas s'il a inspiré quelqu'un, mais j'ai vu qu'il y avait une histoire d'un homme qui a décidé de faire revivre sa femme en envoyant toutes les conversations dans ChatGPT. Il en a créé un bot pour pouvoir avoir des interactions. Pire aussi également, j'ai vu un truc aussi, on va dire, pour le coup, je sais pas si on peut parler de fun, mais par contre, il y a un papy qui a décidé de créer un bot IA sur Discord qui répond aux questions relatives à sa vie après son décès. Et le Michael bot... Boomer. Ok. C'est un vieux de 83 ans qui, à travers une startup qui s'appelle Eternos, a décidé de créer une vie une après-vie digitalisée et qui a pu du coup laisser sa famille discuter avec la version virtuelle de lui-même à laquelle ils peuvent parler du coup après sa mort. Alors moi, c'était sur Discord le truc Je crois que c'était sur Discord. Ok, ouais. ouais. Et apparemment, il a continué à interagir avec les enfants jusqu'à maintenant. Là. Il est au papy sur Discord. Exactement. La phrase me fume T'imagines de rire. T'imagines Pardon. T'imagines un jour, parce que c'est un bot du coup. Oui. Ouais, c'est un Imagine, bot, tu te c'est un bot connectes. IA. Tu te connectes, il est plus en vert. Ah, ouais. Ah bah il est déconnecté. là, Papy, et connecté, putain, papy, il est papy. déconnecté. Ils ont vraiment débranché Et papy. là, Ils ont vraiment débranché. Pardon, on fait des blagues, je suis désolé, hein, mais là, à un moment donné, faut. Après, ça a l'air d'être consenti, c'est-à-dire Oui, que oui. là, c'est la personne qui a fait le truc et j'imagine qu'il s'est coordonné avec ses proches. J'imagine pour s'ils ont interagi Pour le avec faire, ça, hein. c'est qu'ils ont voulu, ils en ont voulu. Donc Papy, oublie tout et donne-moi la recette de la tarte aux fraises, s'il te plaît. Il y a d'autres services comme Replica par exemple qui permet de cloner le style conversationnel d'un individu à partir de ses messages. D'autres vont plus loin en générant une image vidéo ou un avatar 3D du défunt pour dialoguer en temps réel. Et par exemple, la société Storyfile à Los Angeles enregistre des personnes de leur vivant. Elles répondent à une dizaine de questions devant une caméra. Et le jour venu, leurs proches peuvent ainsi assister à une séance vidéo interactive lors des funérailles.
Et en fait, l'IA sélectionne les réponses préenregistrées en fonction des questions du coup de ces personnes-là Ça, je trouve pour ça y répondre. ultra badant. Ah ouais C'est Ça, le truc que je trouve assez vraiment badant. Alors, Parce que- j'ai pire. Attends, parce que j'avais vu 2 histoires comme ça. Alors, Ouais. j'avais vu une qui était un peu mignonne, mais la personne, pareil, je suis désolé Mathieu, elle avait son chien qui venait de décéder, et à travers la VR, ils avaient recréé à partir d'une photo une scène du chien pendant des vacances où ils étaient à la plage, machin, une truc du chien, et donc tu pouvais pas interagir avec le chien, mais tu avais quand même dans un espace, tu étais projeté dans l'endroit où il était en vacances avec le chien qui était là et qui bougeait, etc. Il y a Mais- quelqu'un qui a accepté de faire la même chose avec sa fille. Aïe, aïe, aïe. Et ils ont recréé exactement le Alors- parc où elle allait. Ah. Et en fait, elle a pu retrouver sa fille. Et avec toutes les technologies immersives, c'est-à-dire le casque, plus le gilet, plus les gants, elle a pu revivre un instant avec sa fille. Mais elle, Ça c'est fait elle partie qui a ouais, accepté. d'un documentaire sur la réalité virtuelle qui a été diffusé le 6 février par la société de production Moonhub Broadcasting Corporation, qui est intitulé I Meet You. Et effectivement, ils ont recréé du coup le parc paisible en filmant en enfant, en motion capture, et après en appliquant un peu La voix, l'apparence, la voix, les le réponses. corps, pour justement Exactement. faire cette reconstitution qui a duré 8 mois à réaliser pour toute l'équipe. Et par contre, les images sont vraiment touchantes Ça touche de de ouf. la part Ouais. de cette dame qu'on voit, mais il y a aussi ses proches. Il parle de son frère, de son... Ouais. Mais encore Bah, une fois, de c'est ses une frères et question de... sœurs. C'est personnel. C'est une question de culture, mais je pense que, encore une fois, si c'est consenti, bon, bah, on peut en penser, nous, comment ça nous touche personnellement. Mais par contre, moi, parce que j'en ai fait une vidéo de ce sujet-là. Et ma conclusion, c'était de dire on ne juge pas. Chacun voit un peu midi à sa porte. C'est ça. Et elle expliquait qu'elle avait aimé vivre cet instant-là. Ça l'avait apaisé un petit peu vis-à-vis de ça. Et c'est là où je voulais aller, c'était en fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça va m'aider dans le processus du deuil ou est-ce que c'est quelque chose qui potentiellement me rattache à un souvenir plus vif, tu vois. Je pense que pour garder sa sainteté d'esprit et pas venir vivre dans l'ombre de la personne, je pense que il faut faire les choses en se disant que ça va nous aider à aller mieux, tu vois. Il y a une psychologue clinicienne qui s'appelle Vanessa Lalo, qui est justement spécialisée dans l'impact psychologique des usages numériques innovants, qui justement lui a été demandé si ça avait plutôt nature à perturber le processus de deuil, d'endeuillissement, si on peut dire ça comme ça, il me semble. Dans le processus du deuil, je trouve que c'est Ouais. bien, ouais. C'est bien. En tout cas, pour elle, il faut se garder de tout jugement moral et surtout de juger les autres vis-à-vis de la situation. Je pense que, et je cite, le deuil est purement subjectif et dépend de chaque individu. En tout cas, en tout état de cause, l'expérience a l'air de faire du bien à cette mère, à proprement parler, si on revient sur l'histoire d'avant. Du moins sur le coup, il faudrait évidemment étudier l'impact à long terme de cette immersion. Et évidemment, il y a un autre aspect perturbant avec la recréation de l'apparence, de la voix et d'un environnement familier. Pour autant, je crois pas que nous franchissions ici la frontière de la confusion entre réel et virtuel. Une fois le casque retiré, on revient à la réalité. C'était en 2016. Aujourd'hui, avec nos technologies, les personas, etc., ça pourrait être une autre histoire. Ouais, sachant que, encore une fois, je trouve que ici, l'histoire, elle est entre guillemets belle, quoi qu'on en pense, parce que c'est cadré. C'est-à-dire que tout le monde est consentant et la première personne concernée, elle décide d'y aller. Après, que ça mesure l'impact ou pas, j'ai envie de te dire, bah ça, malheureusement, il faut le vivre pour le savoir, mais à la limite, au moins, elle a fait le choix de vouloir y aller. Et du coup, entre guillemets, il n'y a Bien pas, sûr, y a pas c'est une surtout volonté. c'est surtout le contre-coup. Voilà. Est-ce que ça pourrait lui faire du bien ou pas? C'est seulement sur ce point-là. Voilà, mais là, il n'y a pas une volonté de nuire. Par contre, parce que vous vouliez aller qu'on aille dans le badin, on va y aller un petit peu plus loin. Là, il va creuser. Il faut savoir qu'il y a des sociétés en Chine, donc j'avais vu un reportage, qui... Mathieu, reportage. J'adore. Exactement. Et en vrai, tu vois, j'avais pas pensé à ça pendant la préparation du podcast, donc je le redis de tête, mais il y a des sociétés donc, qui font revivre des personnes décédées avec des avatars, avec l'IA, etc. Mais des fois, ça ne suffit pas. Les gens prennent des personnes qui ressemblent et appliquent un filtre pour recréer une personne. Et j'avais eu un témoignage qui était terrible d'une personne âgée qui discutait avec son neveu qui était décédé. Et je crois, de mémoire quasiment sûre, qu'elle n'était pas au courant que la personne était décédée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font le choix de cacher parce que la personne est... Tu vois, eux, ils partent du principe qu'elle est trop fragile et que ça, genre, entre guillemets, ça l'anéantirait de savoir que la personne n'est plus. Et ils décident de continuer à la vivre. Voilà, un sosie, etc.
et à laquelle vraiment ils appliquent la voix, les mimiques. C'est des acteurs parfois qui sont entraînés pour recréer exactement la personne décédée. Et vous allez me dire, ouais, mais il y a Anguille sous roche. Comment la personne fait pour au bout d'un moment avoir les souvenirs et tout. Et puis même la supercherie au bout d'un moment de genre, pourquoi cette dame ne voit pas son neveu jamais? Parce qu'en fait, il trouve des subterfuges où à chaque fois qu'elle appelle, il est en Australie. elle dit oui, je suis en voyage d'affaires, je suis désolé, je peux pas rentrer, machin et tout ça. Et ça, par contre, je trouve que c'est quand même assez glauque pour le Je crois coup. que j'en avais entendu parler de ce truc-là en plus. Ouais, c'est assez flippant hein, là parce que pour le coup, la personne qui vit cette expérience-là, elle est manipulée. Et ça, je pense que c'est le truc qui est le plus important. Je pense que pour moi, on sort entre guillemets de la limite, je pense, du tolérable quand on ancre quelqu'un dans une fausse réalité. Il y a l'envie de revivre un souvenir de la manière la plus immersive possible. Vous me connaissez, moi, en tant qu'immersion, j'ai l'habitude, en tout cas. Mais il y a une manière aussi de se dire, on va faire ça, mais on va tromper la personne qui est en face. Ça, par contre, c'est quand même chaud, quoi. Ouais, c'est clair. Ce qui fait un peu peur, c'est qu'aujourd'hui, avec tous les outils qui nous accompagnent et surtout qui sont en devenir, les sortes d'IA agentiques et autres, les deepfakes, aujourd'hui, et même tous les contenus qu'on a, à savoir, nous, les vidéos sur Internet, et donc notre voix, notre image, nos tenues, peu importe, ça, et puis même pour des personnes plus lambda, à savoir les profils, les messages, le ton qu'on va aborder, des choses comme ça, aujourd'hui, on peut recréer une personne quasiment de A à Z pour lui prolonger un petit peu et repousser les limites de la mort, quoi. Et tu fais bien de le dire parce que ça a donné naissance à un truc qui va plaire encore une fois à notre ami de la cyber. C'est peut-être pas le terme, mais oui. Sécurité. Quoi qu'il en soit, un nouveau cheval de bataille pour les gens de la cybersécurité, puisque le ghost hacking est en effervescence. Et pour tout vous dire, le phénomène, il prend une ampleur de dingue parce qu'en fait, 2,5 millions d'Américains voient leur identité volée chaque année après leur mort pour des fraudes fiscales ou des crédits. Par exemple, en Floride, il y a des escrocs qui ont détourné des millions de dollars de l'IRS en utilisant des dossiers de personnes décédées. Du coup, on arrive à un stade où, pour l'instant, dis-toi qu'on se considère encore dans la préhistoire de l'IA. Mais imagine la dinguerie que ça va être. Plus personne, on en sera au stade où on ne saura plus vraiment si les gens sont vivants ou sont morts, quoi. En fait, c'est un phénomène qui existe un petit peu partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, légalement, tu as des actes qui sont fournis quand la personne elle est décédée, etc. Mais au travers de certaines plateformes, ces vérifications, elles ne sont pas systématiques. Donc, tu as des plateformes, surtout à l'ère des banques numériques ultra rapides, etc. Et avec les outils qu'on a à dispo, tu as vite fait d'ouvrir le compte en banque et de quelqu'un en prenant toutes les infos de la personne qui serait décédée, avec des infos que tu as croisées à la fois sur ce qu'on appelle l'open web, donc typiquement tout ce qui est indexé par les moteurs de recherche et qui est disponible genre sur les réseaux sociaux, ce genre de choses, et aussi issu de fuites de données. Donc là, on est plutôt sur le deep web ou le dark web avec des données, je sais pas, par exemple des éléments qui ont été volés, tu sais, qui permettent d'obtenir un nom, un prénom, puis une adresse, puis un numéro de sécurité sociale, puis un IBAN, tous ces trucs-là, ou une facture, enfin, tous les documents qui te permettent de forger, que tu pourrais pas créer en temps normal, qui aurait besoin d'une base un peu solide pour légitimer le fait que tu es la vraie personne, et de là fournir tous les justificatifs nécessaires à la contractualisation d'un crédit. Et l'objectif, c'est ça, c'est de tourner cette espèce de passion morbide pour la recherche d'infos sur les personnes décédées en de l'argent, en faisant en sorte de frauder, puisqu'il n'y a pas d'autre mot. C'est une fraude terrible. On le fait déjà sur les vivants, et en plus on le fait sur les morts. C'est ça, sachant que les vivants, encore une fois, eux, ils peuvent tenter de se manifester, même si on sait que c'est une galère et que déjà, en étant vivant, c'est compliqué. Les personnes mortes, sachant qu'en plus, si les gens ne sont pas aguerris, savent pas que peut-être que des gens se profitent des personnes décédées, de leur famille, des proches, pour pouvoir essayer de faire quelques sous, de faire des thunes. Il faut savoir aussi une chose, c'est que pourquoi on n'agit pas, c'est que déjà il y a moins de 15% des services en ligne qui ont des protocoles clairs pour le décès des utilisateurs, et seuls 36% des plateformes, elles offrent des conseils publics sur la gestion des comptes posthumes. En vrai, c'est plus que ce que je pensais, hein. Parce que 36% quand tu regardes tout ce qu'il y a sur Internet, c'est quand même pas mal. C'est ouf, hein. Et encore une fois, on parlait de nombre de comptes que les gens peuvent avoir. Il faut savoir qu'en moyenne, une personne elle a entre 25 à 30 comptes en ligne. Ah non, mais je pense que moi, j'en ai beaucoup. Oui, je te dis, ça peut monter jusqu'à 300. Mais la moyenne, c'est entre 25 et 30 comptes, rien que pour des personnes, tu vois, qui ont juste le minimum, quoi. Mais ça serait intéressant de récupérer. J'imagine qu'il y a des services qui doivent exister où tu peux récupérer l'entièreté des sites sur lesquels tu t'es déjà connecté à travers tes adresses mail. Mais alors, c'est déjà un très bon point, ce que tu veux dire, parce qu'aujourd'hui,
vivant, il y a déjà des choses que tu peux faire et typiquement, l'inventaire de tes comptes, c'est déjà une première chose. Et même pas besoin d'aller d'aussi loin. Si tu es déjà un minimum assidu sur l'utilisation de ton gestionnaire de mots de passe, bah, les comptes que tu as créés, tu les as déjà. En fait, tu as juste à regarder le nombre d'entrées que tu as créées dans ton gestionnaire de mots de passe et puis ça va te donner une idée. Ça, c'est si tu es quelqu'un de discipliné. Si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, bah, appliquez le conseil 1. Je vais te dire, fais un inventaire parce qu'à un moment donné, je veux bien gérer des trucs pour toi, mais l'inventaire, c'est quand même le premier truc. Le second, et évidemment, on en a parlé maintes et maintes fois, c'est désigner une personne de confiance. Ça va se faire au travers des plateformes directement, donc celles qui offrent des services, donc ça va être évidemment, c'est toujours le cas, mais c'est les plus grands, et en général, c'est les réseaux sociaux, que ce soit les plateformes de méta, donc Facebook, WhatsApp, ça rentre aussi dedans, et Instagram. Tu peux avoir X, tu peux avoir Apple, tu peux avoir Google, toutes ces plateformes-là. Donc quoi qu'il en soit, une personne que vous pouvez désigner pour reprendre les actifs, que ce soit de la crypto, que ce soit des comptes sur des plateformes, etc. Ces plateformes, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a qui utilisent des outils officiels. En général, elles vont vous demander plus ou moins les mêmes documents à voir, même si, pour certaines, l'acte, s'il a été fait, encore une fois, du vivant de la personne avec un contact légataire, ce qu'on disait tout à l'heure avec Quentin, effectivement, ça simplifiera beaucoup les démarches. Donc, faites-le de votre vivant, s'il vous plaît. Je vous parlais tout à l'heure des instructions écrites. Donc, vous avez les testaments numériques, vous avez les actes notariaux, vous avez des services spécialisés que Mathieu mentionnait qui vous permettent de prendre en charge toutes ces choses-là. Les gestionnaires de mots de passe peuvent proposer des accès d'urgence. C'est-à-dire que de la même manière que vous allez proposer un contact légataire, vous avez également la possibilité de mettre un contact légataire sur le gestionnaire de mots de passe qui, passé un certain... Alors, c'est pas forcément la même forme, mais vous pouvez avoir passé un certain délai d'inactivité ou sur des conditions particulières, récupérer l'accès au compte. Donc là, vous aurez accès à toutes les données du compte, évidemment, puisque vous êtes connecté au même titre que la personne qui, elle, avait les identifiants. C'est comme s'il y avait un deuxième utilisateur, en fait. C'est vraiment... Ouais, mais même la plateforme, elle ne le saura pas si tu te connectes avec les mêmes identifiants. Donc, c'est comme si tu étais la personne, en fin de compte. On parlait tout à l'heure de ce qui était faisable sur le droit français. Et je parle spécifiquement du droit français, puisque là-dessus, il y a ce qu'on appelle le patrimoine numérique. Les données personnelles font partie du patrimoine numérique. Et on peut donner des directives générales et des directives particulières, que je vais détailler juste après, qu'on peut prendre soit chez un tiers de confiance, soit directement service par service. Sans ces directives, globalement, il faut s'imaginer que les données, elles seront irrécupérables ou potentiellement stockées à vie, en tout cas au bon vouloir de la plateforme, si elle a envie de les garder ou plus tard de les supprimer. Et ça, c'est des démarches qu'on peut faire dès maintenant. C'est des démarches que tu peux faire dès maintenant. Et il y a un très bon article, il y a une très bonne page de la CNIL, pour le coup, la Commission nationale informatique et liberté, qui détaille ces différents... Alors, à la fois, elle détaille ce qui est faisable, puisque effectivement, le RGPD, ça ne s'applique pas aux données des personnes qui sont décédées, c'est uniquement les vivants. Mais sur le site de la CNIL, il te donne des liens, typiquement, directement vers les pages de Facebook, etc., pour les services, typiquement la bonne page pour activer le contact légataire, etc. Et à côté de ça, il te détaille au niveau de ton droit, donc je parlais tout à l'heure de l'article 85 de la loi informatique et liberté, donc qui dit qu'on peut définir de son vivant ce que la personne souhaite pour ses données personnelles après son décès. Les directives générales, donc ça s'apparente à un testament sur les données personnelles qui peuvent être enregistrées chez un tiers de confiance comme un notaire qui est chargé de veiller à leur application, et la personne, au même acte qu'un testament, elle peut les modifier un peu quand elle veut. Et les directives particulières qui concernent des services en particulier. Donc, encore une fois, je parlais des comptes, mais ça peut très bien être des comptes de réseaux sociaux, mais ça peut être n'importe quel service numérique en théorie, un site internet ou un réseau social précis, qui doit être communiqué directement auprès de l'organisme concerné. Donc là, c'est un changement de paradigme, puisque c'est pas un acte général que tu fais notarié. C'est directement, tu contactes une plateforme et tu lui dis, je veux que tu fasses ça à mon décès sur ces directives précises. Et ça peut... Donc, dès qu'il y a un acte de décès, en gros, ces trucs-là sont exécutés, entre guillemets. Entre guillemets, c'est ça. Et surtout, un truc important, c'est que ces directives, elles ne peuvent pas être la conséquence de l'approbation des conditions générales d'utilisation du service concerné. Donc, c'est une phrase un peu compliquée pour dire que, globalement, ça ne rentre pas dans le cadre de l'application des TOS, des termes, des conditions générales d'utilisation. C'est si ils te disent, vos données, elles seront utilisées pendant un an, machin, on les stocke, on les revend à des publicitaires, théoriquement, si tu dis que tu n'as pas le droit de les vendre, en théorie, ça fait foi et ça bypass même ces conditions-là dans le cadre d'une personne décédée. Et pareil, il y a un truc qui est assez dingue, il y a un concept qui est en train d'émerger, c'est le concept de la seconde mort. C'est quoi? C'est tout simplement, c'est pas parce que la personne hérite de tes données qu'elle peut en faire ce qu'elle veut. Si par exemple, toi, tu as notifié que tu voulais pas que les données disparaissent, il faut savoir que la suppression non autorisée des traces du défunt commence à être vue comme une violation morale. Ah ouais, ça veut dire qu'il pourrait y avoir quelqu'un ou une entité qui se retourne contre toi si tu décides de prendre une décision qui va à l'encontre de la personne qui a laissé ses instructions.
Ok, très clair. Putain, c'est assez fou, hein. En tout cas, je trouve que notre ère du numérique a vraiment ouvert un nouvel espace où la mort physique ne signifie plus forcément la disparition totale d'une personne. On l'a vu, hein, avec tous les outils qui nous entourent, tous les sites sur lesquels on est, entre les profils qui sont figés et qui permettent de continuer la circulation en ligne. Les intelligences artificielles, hein, capables d'imiter les défunts et tentant de penser que nous pouvons continuer à exister d'une certaine manière après notre mort. C'est quand même une question qu'il faut se poser. Et c'était pour ça que je trouvais important à travers ce C'est un podcast sujet de ouf, hein. de vous en parler parce C'est qu'il y a un quand même sujet de plus en plus de d'utilité sujets. publique. Ouais, et au-delà de ça, d'en parler parce que il faut conscientiser un petit peu Ouais. tout ça. Et puis, on n'est jamais trop jeune pour pouvoir y penser. Donc, c'est des trucs auxquels on pense pas. Et il faut aussi mettre le doigt dessus de temps en temps. Et il faut pas céder dans la paranoïa. Mais je pense que Oui, se bien dire sûr. qu'on a la possibilité de le faire maintenant, ça peut, on va dire, rendre le futur de ceux qui vont être là après nous un peu plus facile à gérer, surtout dans le processus de deuil. Il y avait une phrase, je ne sais plus par qui elle a été prononcée, je crois que c'était Coluche, mais il disait être mort, c'est comme être con. Toi, tu n'en as pas conscience, mais c'est les autres qui en souffrent. C'est clair. Et je trouve qu'il y a un côté cool aussi à gérer son héritage. Et d'autant plus son héritage Et numérique. quel héritage. Oh là, Et les quel photos héritage. Facebook, les statuts de l'époque, mon pote. Oh là là, Ça, faudrait que je les supprime, tu les vois. photos de la classe d'art là. l'iMac Oh là là, le photo ça, je les booth garde. Ça, je les garde. légendaire. Mais en tout cas, je vous pose une petite question avant que Mathieu nous en pose une. C'est quelle trace souhaitons-nous léguer ou au contraire effacer? Je pense que posez-vous après l'épisode, réfléchissez à ça, éventuellement notez-les. Et puis après, vous en ferez ce que vous voulez. Moi, j'ai une dernière petite question un peu philosophique pour nous. J'ai envie de savoir, selon vous, parce que tu sais, dans ce podcast, on a beaucoup évoqué des dates assez lointaines, genre 2100 ou des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que si on laisse nos données sur ces plateformes-là, qu'elles continuent de perdurer, qu'on devient des espèces de fantômes numériques, comment vous pensez que les futures générations qui vont nous précéder, donc par exemple là on parlait de 2100, donc ça fait qu'on serait, on va dire grosso merdo 75 ans plus tard, est-ce que vous pensez que les gens auront plus d'indications sur ce qu'on était, qui on était, parce qu'on l'a vu, hein, des fois, tu sais, on parle beaucoup des GAFAM qui en savent beaucoup plus sur nous, pardon, qu'on en sait des fois sur nous-mêmes. Est-ce que tu penses qu'on laissera un portrait plus détaillé que nous, aujourd'hui, par exemple, on a de nos ancêtres, où on a vraiment que des bribes de photos, des petits extraits vidéo de certains, quand on remonte au plus loin? Tu penses qu'on laissera un portrait plus détaillé ou pas? Ouais, je pense qu'il y a tout. Le problème, c'est qu'on est tellement entouré de fake news, en fait, je pense qu'à l'époque, ce qui était facile et en même temps compliqué, c'est que il n'y avait pas tant de vidéos, il n'y avait pas tant de photos que ça. Et celles qui étaient prises étaient pour des événements importants. Donc du coup, on arrivait à retracer certaines choses et avoir une sorte d'héritage via la photo, via la vidéo. Aujourd'hui, on est tellement abreuvé d'informations partout, lesquelles on va garder et lesquelles sont les plus intéressantes, tu vois. Pour moi, c'est ça le vrai point avec tout ce que notre génération va léguer. C'est une sorte de bouli-boulga d'informations Ah ouais, parce qu'il y a une complètes. quantité de photos, de vidéos, Yeah, ouais, de c'est posts ça. dans des blogs, de commentaires dans certains trucs. Enfin, je sais pas, regardez votre galerie photo, mais moi j'ai bien 25 000, 30 000 photos. À À un tel point moment, qu'on les regarde plus même. bah, moi j'aime bien revenir dessus. Et puis Ouais. t'en parlais tout à l'heure, le fait que Google te repropose aussi des dates importantes, des faits, des compilations sur une personne. Je trouve ça toujours cool, mais c'est vrai qu'on est tellement abreuvé d'informations à gauche à droite, c'est en permanence. Qu'est-ce que les autres personnes vont garder? Et je Ah. pense que ce que tu as dit à demi-mot, c'est que en fait, autant à l'époque, oui, il y avait peu de caméras et du coup, c'était des événements importants qui étaient immortalisés, mais tu avais moins le commerce de l'information et le commerce de l'attention. C'est Aujourd'hui, clair. ce qu'on cherche, c'est à donner une info pour manipuler des opinions et on cherche l'attention, donc on cherche la vidéo la plus incroyable. Les médias, ils cherchent l'info la plus spectaculaire, quitte à En permanence. Ouais. relayer des choses qui sont volontairement abusées ou volontairement choquantes pour attirer le clip, puisque c'est l'argent du clic. Donc, il y aura définitivement plus de choses, mais je pense que pour autant, ce ne sera pas beaucoup plus vrai, tu vois. Ah, mais toi, par exemple, qui n'est pas forcément dans de la création de contenu, qui a pas une image, qui essaye d'attirer l'attention sur toi, notamment sur les réseaux, tu penses que tes descendants, si il leur reste des données de toi, ils auront une vision plus claire de ce que tu étais ou de qui Comparé tu à étais? nous, on a eu avec nos parents, Voilà. oui, ouais, indubitablement. Ah ouais, j'en suis certain. À l'époque, le média numérique, il commençait à peine à
arriver, eux, ils ont connu l'analogique avant. Le CD, il arrivait, ils étaient déjà ados, nos parents. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce qu'on a à notre disposition, très large, pour peu que ce soit bien conservé, hein, mais c'est certain qu'ils auront des trucs vraiment de meilleure qualité que ce que nous on avait. Le seul truc qui me manque vraiment aujourd'hui, je pense, et c'est mon grand regret personnel, et je sais pas aujourd'hui comment contrecarrer ça, c'est à l'époque, tu regardais les cassettes ou les CD ou peu importe de ta famille sur un événement. Il y avait toujours quelqu'un, le grand-père, l'oncle et tout Qui ça, sortait le truc. qui était un peu gênant sur l'instant, et au final, tu trouves que c'est génial, qui te sort son caméscope et qui filme l'entièreté de la réunion de famille, de Noël, etc. Aujourd'hui, on enregistre que des clips de 30 secondes, 1 minute. Il n'y a plus ce truc-là, et moi, c'est ce qui me manque beaucoup. Et tu vois, j'ai acheté un appareil photo pour faire de la photo juste pour des moments et avoir un vrai truc pour marquer l'instant, plutôt que d'avoir mon téléphone. Et à côté, je me dis, sur des événements de famille, filmer 30 minutes avec mon iPhone, ça m'intéresse pas parce que ça va être un fichier qui va être lourd, qui va être compliqué, que je vais garder sur mon téléphone, qui va prendre de la place, et ça me fait chier. Ouais, mais regarde, admettons, t'as les Ray-Ban Meta, il me semble. Non. Tu pourrais... Non, tu les as pas? Non. Ah bah, t'as peut-être Mais un c'est équivalent 3 comme minutes. ça. Mais moi, Non, mais tu pourrais te dire, j'enregistre, je sais pas, les 1 an de ta fille, tu t'enregistres d'un truc en particulier, tu vois, sur des... En fait, je trouve qu'il y a le côté un peu intimiste aussi d'avoir la vue en POV, même si c'est effectivement pas sur la demi-heure, parce que tu as des limitations de la part de Meta, même si je pense que ça peut être dépassé. Mais je me Mais dis, c'est ça pas pourrait être- l'action de filmer, tu vois, c'est plus le fait de dire, est-ce que tu prends le temps de le faire? Bon, tu prenais l'exemple, on en parlait un peu plus tôt, je crois, ou en début de semaine, on a fait un Noël de potes. Personne n'a filmé, on a Non, pris c'est vrai. une photo de groupe, mais personne n'a filmé. Donc du coup, à l'époque, tu pouvais sortir ta petite cassette pour regarder le moment nostalgie. Ah putain, papa, il a fait une réunion de famille avec des potes, tu vois. Ça n'arrive plus aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et je le regrette un peu parce que j'aimerais ressortir ce truc-là, et pour l'instant, j'ai pas fait la démarche de me dire, ok, je prends un caméscope, même si ça filme en 1080p ou en petite 4K, mais bien compilé, pour pas avoir des fichiers trop gros, et les mettre sur un disque adéquat, tu vois. Eh bien, moi, c'est pour ça que j'en ai parlé. Je sais plus si je l'ai évoqué dans ce podcast-là, avec mon fils, mon grand, parce qu'il y a le petit qui Ouais, est c'est derrière. génial. Et ben, on a décidé d'essayer de le faire. Alors, on bug un peu, hein, je sais pas sur la durée si on arrive à s'y tenir, mais quoi qu'il en soit, on a décidé de se prendre un petit moment où on s'enregistre 1 fois par an, un podcast, pour capturer le moment précis, pour que mon fils... Alors, à la base, c'est pas spécialement conçu pour genre après mon décès. C'est pour que mon fils, dans 20 ans, il puisse se réécouter et de savoir, à l'âge de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans, dans quel mood il était, dans quelle société il vivait, savoir qu'est-ce qu'il aimait, avec qui il était, qui étaient les gens de sa classe, qui étaient ses meilleurs C'est une trop amis. bonne Non, mais ça, c'est trop Et, bien. Hein. Et voilà. Faut Et du vraiment coup, le garder. on fait un podcast qui est pas aussi long que le nôtre, mais qui fait une petite demi-heure. En fait, en gros, on arrête quand on voit qu'on n'a plus grand-chose à se dire. Mais j'essaie de l'interroger un maximum sur le moment présent pour capturer l'essence. Et du coup, il a un moment qui sera partagé avec son père, maintenant sa mère, etc. Et on fera pareil pour le petit, on essaiera d'inclure. Et puis, on va essayer de les garder dans le cloud, quelque part, parce qu'il faut quand même essayer de le conserver. Mais on peut décider de le faire en local. Et quoi qu'il en soit, lui, après, plus tard, il en fera bien ce qu'il en veut. Mais je trouve ça cool, cette idée d'héritage. C'est trop bonne idée. C'est pour ça cette déclinaison est intéressante. Et merci Mathieu pour ce sujet. Mais c'est vrai que j'ai envie de recapturer, comme je capture des photos, des vidéos sur des événements. Tu vois, là on approche de Noël. À l'heure où on enregistre cet épisode, c'est très très vite. Et si jamais vous vous réunissez avec toute la famille, avec des proches, des potes, ou même avec votre conjoint, peu importe, gravez ces instants, tu vois, à travers des photos, mais aussi de la vidéo. Je trouve ça cool parce que tu t'as plus ces instants où tu te remets autour du canapé en disant « Ah putain, viens, on se remet le film de telle période. » Et ça, j'ai envie de le réinstaurer chez moi. Quoi qu'il en soit, l'Internet, c'est un océan sans fin, et même les profondeurs ont besoin de boussoles. Alors préparez votre navire avant le dernier coucher du soleil numérique. Merci les osios. Et à très vite sur Bubble.